On y va? Vous êtes prête? Oui. Jean-Marc Levaillant est parmi les échographistes les plus réputés en France. Donc il y a de grosses adhérences en fait entre l'annexe, trompe et ovaire, et puis l'utérus. Jeune interne en gynécologie obstétrique dans les années 70, il ne s'attendait pas à consacrer sa vie à cette discipline. Un jour comme ça, en 1974, les appareils d'échographie ont débarqué dans les services, dans des grandes boîtes. C'était des espèces de girafes avec des grands mâts comme ça articulés. Et puis, je me souviens très bien de mon chef de service qui m'a dit vous, Levaillant, qui avez les cheveux longs et des sabots, ça va peut-être vous intéresser. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça servira peut-être à quelque chose. Alors, puisque vous traînez dans le couloir, allez donc voir ce que c'est que cette machine. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette technologie. Alors voyez-vous, madame, le cercle qui se trouve au milieu et que on va vous montrer représente le contour de la tête de votre bébé. C'est la première fois qu'on voyait des images d'un bébé dans le ventre de sa maman. Jusqu'ici, personne au monde n'avait vu ça. Très vite, on a compris que l'échographie, c'était l'œil du médecin. On avait les mains et on avait l'œil. Il ne faut pas oublier que jusque-là, le bébé, on ne le voyait pour la première fois qu'après la naissance. Dès les années 74-75, ma génération a découvert des images extraordinaires qui étaient en fait tout simplement un rond sur un écran. Et on balayait avec la sonde, on appelait ça faire du balayage, et nous avions, grâce à ce balayage, nous obtenions un rond. Et ce rond, c'était la tête du fœtus. Puis la deuxième chose qu'on obtenait, c'était une espèce de surface blanche, c'était le placenta. Et on était émerveillés de voir ce rond et ce pâté tout blanc qui était le placenta. Et ça nous donnait déjà deux renseignements. Le diamètre de la tête du fœtus et la position du placenta par rapport au col. On avait fait un immense progrès par rapport à juste avant, où nous avions le centimètre de couturière et le vieux stéthoscope pour écouter le ventre de la mère. La sonde d'échographie, la sonde que nous tenons à la main aujourd'hui, cette sonde à l'époque pesait plusieurs kilos. Il n'était donc pas question de la manipuler à la main. Elle était suspendue, il y avait un rail au plafond de la salle, et il y avait un système de contrepoids. Et cette image, c'était à peine une image. L'écran n'était pas plus grand qu'une carte de visite. Au départ, on voyait le cœur battre, point. On n'était pas encore en mesure d'analyser la structure, l'anatomie. Alors maintenant, on va vous montrer la position du dos de l'enfant. Pour les plus anciens, ça ressemblait plutôt à un gadget. Ils ne voyaient pas bien l'intérêt de cette image. Jusqu'au début des années 70, les graves malformations ne pouvaient être vues qu'à la naissance et leur révélation provoquait chez les mères des chocs difficilement surmontables. Nous, notre travail, ma génération, ça a été de permettre justement de ne plus faire naître des enfants avec des malformations graves, des malformations sévères qui étaient absolument tragiques lorsqu'on mettait au monde un enfant sans bras, sans cerveau, sans crâne ou avec un cœur très mal formé. Donc notre but, c'était, dans ces années 80-90, d'aller au plus précis pour les malformations sévères. Mais les progrès étaient en marche et on commençait à savoir examiner le fœtus sous tous les angles en utilisant des logiciels 3D. Désormais, le médecin et les futurs parents pourront voir le fœtus, l'enfant à naître, en 3 dimensions. Et là encore, c'est Jean-Marc Levaillant qui est aux manettes. Voici l'image reconstituée en 3 dimensions d'un fœtus humain normal de 12 semaines vivant dans le ventre de sa mère. Nous avons l'espoir que dans un avenir relativement proche, l'acquisition des images et l'apparition d'images tridimensionnelles sur l'écran ne prennent que quelques secondes. L'échographie 3D, je me souviens dans les années 90, lorsqu'avec Daniel Roten, on a présenté au Congrès mondial les premières images, on était extrêmement fiers de les montrer et on est tombé dans un silence total de la part du public médical. Et puis ensuite, on a eu, en France surtout, beaucoup d'agressivité même. On a ressenti beaucoup de déni de cette échographie. Beaucoup de nos collègues, même les plus éminents, des amis, des gens avec qui j'ai partagé des années et des années de recherche en échographie, disaient « je reconstruis dans ma tête
je n'ai pas besoin de l'échographie tridimensionnelle. Dès les années 90, les examens échographiques étaient inscrits dans le calendrier de la surveillance prénatale. L'établissement d'un protocole pour ces examens et la formation de ses confrères aux techniques de l'échographie deviennent alors les préoccupations principales de Jean-Marc Levaillant. Et cela d'autant plus que l'arrêt Perruche a sérieusement ébranlé le monde des échographistes, dans la mesure où le public s'est mis à croire que désormais, toutes les pathologies du fœtus devaient être vues et diagnostiquées. Cette nouvelle technologie a eu besoin, bien sûr, de passer par l'universitaire ensuite. Et dans les années 80 puis 90, nous avons commencé à créer des diplômes d'université d'échographie de façon à homogénéiser la formation d'abord des gynécologues obstétriciens et des radiologues qui se sont emparés pour ces deux spécialités de l'échographie obstétricale. Et puis bien sûr ensuite, dans les années 90, 92 exactement, les sages-femmes qui nous ont rejoints dans l'enseignement de l'échographie. 2 petites filles vous attendez. Comme certains collègues, Jean-Marc Levaillant est convaincu qu'il faut aussi informer le grand public, et notamment les futurs parents. Et il n'hésite pas à prendre du temps pour expliquer les images aux mères et partager avec elles des moments d'émerveillement. Vous avez le premier bébé qui est tête en bas, comme ça, dos à gauche, et puis le deuxième bébé qui se situe plus haut, avec la tête ici dans la corne droite de l'utérus, et qui est en transverse, un peu en hamac, comme ça, complètement en travers. Ah oui. Ce sont ses mains, non ses pieds. Alors c'est son pied, ici, qui est complètement relevé, et là c'est son bras, avec l'avant-bras qui entoure la jambe, en fait. C'est un exercice d'assouplissement qui est relativement fréquent chez le fœtus. Ils peuvent soit se remonter comme ça les jambes, c'est-à-dire en fait faire une espèce de roulade, une galipette arrière, soit allonger complètement les jambes. Le fait que l'utérus soit comme un ballon de rugby permet toutes les positions possibles, même à deux. Il a une bonne bouille, celui-là. Ouais, non, c'est la fille. Alors, cette petite fille, elle s'amuse dans sa poche, puisqu'elle est... Vous voyez ici la poche. D'accord. Donc ça, c'est la cloison entre les deux chambres. Vous voyez, elle est très lâche. Si on agite un peu le ventre, comme ça, on voit que cette membrane est très souple. Et ça leur permet, évidemment, de jouer avec la membrane et de ressentir les mouvements de l'autre, évidemment. Mais est-ce qu'ils communiquent entre les deux ou pas? Non. Alors ça, c'est le grand mystère des jumeaux. On peut quand même imaginer, quand on voit des images comme ça, où là, ils dorment l'un contre l'autre, vous voyez, c'est absolument adorable, avec les deux têtes l'une contre l'autre. Et puis l'épaule sur le dos, comme ça, du petit garçon, la petite fille sur le dos du petit garçon, on peut quand même penser qu'ils ont des sensations d'intimité et de chaleur que n'a pas un enfant tout seul. Ils se réveillent là, tous les deux là. Vous voyez, les mouvements sont plus toniques. Paf, il a pris une baffe. Vous avez vu? Il s'est pris une tannée là. C'est vrai qu'on est assez en attente d'une interaction, c'est vrai, quand on est maman, des deux jumeaux. Mais en fait, ça n'arrive pas forcément. C'est un peu comme dans la vraie vie. On danse pas toute la journée et on se prend pas la main tout le temps. Et en fait, sur les 24 heures de la journée, c'est sûr qu'il y a des moments où les fœtus se communiquent plus, et puis d'autres moments où ils sont chacun dans leur coin à dormir ou à s'agiter. Il y a un moment donné, vers 36 semaines, où si les positions sont complètement fixées, et on sait qu'il y en aura un peut-être tête en bas, ou les deux têtes en bas, ou les deux fesses en bas, etc. Il paraît qu'il bâille aussi. Là, ouais, alors là, c'est un bébé qui a bien bâillé, là. Voilà. Ouais. Là, il est fatigué. Elle prend quand même pas mal de coups de pied dans la figure. D'ailleurs, elle râle, là. Je sais pas si vous avez vu la tête qu'elle fait, là. Là, c'est bataille de polochon, je crois. Elle lui a foutu quand même les fesses sur le pif. C'est rigolo, ça. Elle a peut-être marre de se prendre des coups de pied. C'est quand même assez bluffant. Les grossesses gémellaires ont un intérêt énorme en échographie.
on différencie, et tout le monde le sait, les grossesses gémellaires, les faux jumeaux, des vrais jumeaux, les monocoriales, des bicoriales. Les bicoriales sont des voisins de palier, donc ils sont plus simples à surveiller. C'est uniquement des problèmes d'accouchement prématuré ou de croissance pondérale. Ceux-là peuvent à la rigueur être suivis tous les mois par des échographistes relativement performants quand même et qui ont l'habitude. Mais les grossesses monocoriales, je crois que le message à faire passer à tous les collègues, qu'ils soient échographistes, gynécologues, radiologues ou sages-femmes, c'est de passer la main immédiatement à un centre spécialisé en jumeaux. Ça leur évitera beaucoup d'ennuis, mais surtout ça évitera beaucoup d'ennuis à la patiente. Il y a quelque chose qui rassure bien, c'est ça. Là, il est au repos et on entend très bien son cœur. C'est bien. On est à 144 battements minute, c'est exactement ce qu'on attend à 20 semaines. Voilà, je mets la couleur. Vous voyez sortir le sang et repartir vers l'aorte qui est ici. Donc le cœur est parfait. Et pour partager cette science avec un plus large public, il a accepté avec René Friedman de devenir conseiller scientifique pour les documentaires de Niels Tavernier, L'Odyssée de la vie et Le mystère des jumeaux. J'ai un mec que j'adore qui est professeur Levaillant. Ouais, c'est quoi les questions déjà? Que je sois pas... Parce que je les connais pas. Qui est un mec qui a inventé l'échographie 4D. Et qui m'avait déjà aidé précédemment, qui fait partie de la bande de Friedman. C'est une histoire extrêmement mystérieuse, extrêmement extraordinaire, parce qu'il y a tellement d'inconnus, tellement d'incertitudes, et on progresse à chaque pas. Mais toutes ces progressions, on peut aujourd'hui les voir grâce à la science, à la connaissance que nous avons, et aussi aux possibilités de l'image, qui peuvent représenter ce qui était irreprésentable jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr qu'avant l'échographie, je reviens là-dessus, on connaissait ce que c'était qu'un placenta de grossesse monocoriale, ce que c'était que deux placentas, comment se faisaient les ramifications entre les vaisseaux artères et veines des deux jumeaux, etc. Mais on était devant un mystère, c'est-à-dire on était devant un ventre opaque. Et puis, on savait qu'il y avait deux jumeaux, parfois on ne savait pas d'ailleurs. Ça m'est arrivé quand j'étais interne d'accoucher des femmes avec un gros ventre, en étant persuadé qu'il n'y en avait qu'un, il y en avait un deuxième qui suivait. Et ce ventre opaque cachait le mystère des jumeaux. Mais la vie de l'échographiste est aussi branchée en permanence sur la réalité avec les mamans qui rencontrent leur futur bébé, qui ont besoin d'être écoutées et souvent rassurées quand il s'agit de leur annoncer le résultat de l'examen ou de leur expliquer des images pas toujours faciles à comprendre. On voit très très bien toute la colonne vertébrale, les jambes et les pieds ici. 12 semaines, c'est l'âge où ils sont extrêmement actifs, pour une raison simple, c'est qu'ils ont beaucoup de place. Ce qui est marrant à voir, c'est qu'ils ont les mains qui sont toujours vers le visage. Le fait de passer la main comme ça vers le visage leur donne le réflexe de déglutition. Est-ce que les bébés sentent quand si je me mets à courir par exemple? Oui. Le fait d'avoir les... Oui, regardez. Ça le gêne ou... Ça le stimule, hein. C'est une... Donc c'est bon. C'est excellent. Excellent. Il faut courir. Il faut courir. Il faut se reposer, courir, vivre sa vie. Lui, il s'adapte. Ici, au CHU Bicêtre, l'échographiste référent travaille main dans la main avec les spécialistes de la médecine fœtale. Donc on a vu qu'il n'y avait pas de problème au niveau du cerveau, du cœur, des reins, de la vessie, donc ça c'est bien. Et au niveau du thorax, il a le thorax qui paraît un tout petit peu plus étroit par rapport au ventre. Donc c'est encore l'interrogation qu'on a avec votre bébé pour l'instant. Ça veut dire qu'il va être un peu mal à respirer, tout ça? Non? Il y a un risque. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on obtienne le diagnostic de votre maladie, parce que la seule chose dont on est sûr, c'est que votre enfant a la même maladie que vous. D'accord, ok. C'est très angoissant d'avoir une échographie, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, parce que
on ne sait pas ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut donc leur expliquer ce qu'on voit. Ce qui se passe pendant la grossesse, et notamment lors des examens échographiques, a souvent un impact important pour les parents. Et en même temps, dans la mesure où c'est une pratique qui reste relativement récente, on n'a pas encore forcément tout à fait le recul pour voir quel en est l'impact exactement, parent par parent, je dirais, et puis dans le lien et dans le développement du lien. Vous êtes rassurée? Tout va bien? Oui. Oui, tout va bien. Au revoir madame, bon retour et partez tranquille. Merci beaucoup. C'est compliqué de à la fois bien faire son travail de professionnel et de regarder pour regarder l'ensemble des organes pour répondre, et à la fois d'être avenant avec la patiente et qui très souvent quand on fait les cours regarde autre chose et qui nous dit ça c'est la tête pendant que nous on regarde autre chose, ou qui veut absolument savoir le sexe parce que c'est souvent la première préoccupation des patientes, et c'est compliqué d'être à la fois bon professionnel et à la fois d'accéder aux demandes des patientes qui ont la plupart du temps des grossesses normales et pour qui ça doit être un plaisir. L'échographiste ne pouvait plus travailler dans son coin. Il y a un moment donné, il y a une quinzaine d'années, il a fallu qu'on crée des centres multidisciplinaires, d'abord pour réfléchir ensemble, pédiatres, psychologues, échographistes, gynécologues et obstétriciens, pour réfléchir ensemble à ce qu'on faisait de ces enfants malades, quel destin on leur donnait, que ce qu'on proposait aux parents. Et ça, on ne pouvait pas le prendre dans notre coin d'échographistes, dans notre cabinet, seul. Il a fallu donc créer des groupes de centres de diagnostic anténataux qui permettaient bien sûr cette réflexion, mais bien sûr aussi de continuer à encourager les dépisteurs à faire leur métier. Diagnostiqués par échographie au cours de la grossesse, ces jumeaux, qui ont la même malformation, une hernie diaphragmatique, sont pris en charge dès la naissance et opérés dès le lendemain. On attend à peu près 12, 24, 48 heures en général de stabilisation, parce que, comme vous l'avez vu, la période de réanimation préopératoire est vraiment une période capitale, jusqu'à ce que l'enfant soit stabilisé et qu'on puisse l'opérer dans de bonnes conditions. Donc ici, ce que l'on voit, c'est le trou par lequel se trouvent des organes qui sont en train d'arriver, de descendre petit à petit, que je ramène dans la cavité abdominale. Ça, c'est l'estomac. Et puis, derrière, il y a du côlon. Voilà, maintenant, c'est de l'intestin grêle qu'on va réintroduire. Alors, est-ce que on a l'impression d'avoir tout réintégré? Oui. Donc là, on va fermer donc, cet orifice diaphragmatique par des petits points. Les progrès de l'échographie ont bien sûr permis les avancées dans le domaine de la fœtopathologie, et des diagnostics de plus en plus précis ont conduit aux interventions in utero. L'hôpital Necker Enfants Malades est l'un de ces rares centres où ces interventions sont décidées et réalisées. Pour les cas où la suspicion est confirmée comme étant une malformation ou une anomalie, dans ces centres, eh bien, il est évalué le bénéfice éventuel d'une intervention prénatale. Donc ce sont des chirurgies bien sûr palliatives, extrêmement compliquées mais des gestes simples, comme la pose d'un plug, comme la pose d'un cathéter dans la vessie, etc. On est bien sûr dans une chirurgie interventionnelle très risquée qui est faite par des gens très formés, mais qui est une chirurgie palliative, en attendant donc la chirurgie ex-utéro. Cette intervention montre l'introduction d'un ballonnet dans la trachée d'un fœtus de 28 semaines. Le professeur Yves Ville espère par ce moyen protéger et stimuler la croissance des poumons du futur bébé. Il a son dos à droite et en arrière, et il a sa frimousse par ici, donc c'est pas mal. Après s'être assuré de la bonne position du fœtus par échographie, le chirurgien l'anesthésie et l'immobilise à travers le cordon ombilical. L'opération peut maintenant commencer. Ça là, ouais. Ah voilà, allez, c'est bon, ballon, tu le descends. Attends, je remonte un peu, voilà, là c'est bon. Le ballon peut maintenant être mis en place. Vas-y, tu peux gonfler. Ouais. Tranquille, hein. Jusqu'à 0,8, hein.
Voilà. Hop. Voilà. Ok. Bon, donc il est en place. Le ballon est dans les filets. Maintenant, il faut que le bébé soit joueur aussi. Hein. D'accord. Le quotidien de l'échographiste référent est aussi le dialogue permanent avec le chirurgien du nouveau-né. Il s'agit d'évaluer ensemble les perspectives de la réparation d'une malformation après la naissance et de rassurer et convaincre les futurs parents. Bon Gérard, en fait voilà, je suis un peu confronté à la demande des parents là, de la réparation chez ce fœtus qui a une fente, visiblement là on va la prendre en coupe transbuccale, qui a une fente labiale unilatérale et que je pense être complète. Et je voulais justement te demander ton avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux parents? L'échographie est une échographie de combien de semaines? Là on est à 28 semaines, 28 semaines. d'aménorrhée. C'est un beau bébé, hein, c'est un beau fœtus avec une fente labio-maxillaire et vélo-palatine droite. Ouais. Cette fente est une fente classique, dans la mesure où il n'y a pas d'autres malformations, d'autres anomalies morphologiques du cerveau, des yeux, des membres, du cœur. On peut raisonnablement commencer à proposer aux parents un protocole de réparation qui aura lieu dans les semaines, parfois les mois qui suivent l'intervention, à condition évidemment que le bébé soit proposé de façon sécuritaire aux anesthésistes, c'est-à-dire qu'il ait au moins 4 kilos et qu'il soit autonome sur le plan alimentaire. Toutes les formes cliniques sont variables, de la fente labiale simple à la fente labio-narinaire, à la fente labio-maxillaire, jusqu'à la fente labio-maxillaire et vélo-palatine unilatérale et bilatérale. Cela veut dire que les pronostics sont bien sûr différents en fonction des formes. Si c'est pas clair, on reprend. Ah, c'est très clair. C'est pas évident d'expliquer, quoi. Et pour réaliser une chirurgie efficace chez le nouveau-né, la connaissance du développement de l'embryon est la base indispensable. Dans l'ensemble, toute forme réunie, les fentes représentent 1 pour 800 naissances. C'est donc une anomalie morphologique assez fréquente dont on sait aujourd'hui quelle est la conséquence d'un défaut de mort cellulaire morphogénétique qui implique un certain nombre de gènes, dont dont IRF6, qui est connu maintenant depuis 2012. La chirurgie réparatrice des fentes est une chirurgie embryologique. Nous faisons ce que la nature n'a pas fait. Je pense qu'on n'est plus au musée Grévin maintenant avec l'échographie, mais qu'on va vers l'étude du vivant. Et l'étude du vivant peut aller très loin. C'est-à-dire que qui, en 1975, pensait que l'on pourrait visualiser le cerveau des fœtus de 12 semaines ou le cœur? Je pense que la science de l'embryon va naître et qu'on va pouvoir, sur l'embryon, entre 8 et 10 semaines, repousser les limites du diagnostic des pathologies. 12 semaines, c'est un moment charnière, parce qu'on est passé du stade de l'embryon au stade du fœtus. Il a tout à 12 semaines. On peut quasiment tout voir, et c'est le meilleur moment aussi pour avoir les examens de génétique et de cytogénétique. Donc c'est le moment carrefour où tout peut être réuni, où l'échographie peut être, je pense, dans un avenir proche, de façon beaucoup plus confortable par l'échographiste, car il pourrait, rêvons un peu, avoir juste avant l'ensemble des examens liés à l'ADN et à la cytogénétique du fœtus. Je pense que cette technique d'imagerie va faire d'énormes progrès dans l'avenir. Elle va être associée à d'autres imageries comme l'IRM, qui est une technologie extraordinaire et que l'on peut maintenant fusionner à l'échographie. Il y a des machines qui permettent de fusionner IRM et échographie. Et puis, cette technologie ne peut se concevoir maintenant qu'incorporée à un panel d'autres examens comme la cytogénétique.